Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier live des Sentinelles de l'année 2024. Donc depuis quelques années, vous le savez, nous nous retrouvons régulièrement pour faire un point sur la recherche sur le cancer, qui avance grâce à votre participation, la communauté de 39 000 sentinelles qui nous ont rejoints depuis la création de cette belle association qui vise à rapprocher le monde de la recherche des médecins et celui des citoyens. Si vous d'ailleurs vous ne faites pas déjà partie de la communauté des Sentinelles, nous vous invitons à rester jusqu'au bout, puisqu'à la fin de la conférence, vous serez rebasculé vers le site des Sentinelles pour pouvoir rejoindre cette communauté. Donc, comme je vous le disais, régulièrement, nous faisons le point sur l'état d'avancement de la recherche et aujourd'hui, nous allons faire un point d'étape sur une situation des chiffres qui nous intéressent tous, les chiffres du cancer. Comment évoluer ces dernières années ? Comment ont-ils évolué pour les hommes, pour les femmes, pour les différentes classes d'âge? Surtout, quels sont les leviers sur lesquels nous pouvons agir pour faire évoluer dans la bonne direction la situation du cancer en France? Pour répondre à toutes ces questions, qui restent d'un domaine du scientifique, nous ne sommes pas là pour faire de la politique et savoir quelles actions le gouvernement devrait prendre ou ne pas prendre pour jouer sur les différents facteurs de risque. Donc, pour faire le point sur ces chiffres du cancer, nous accueillons Lionel Lafaille, qui est responsable du département observation et communication à l'INCa, l'Institut national du cancer. Donc, avant de lui passer la parole, je vous présente la plateforme sur laquelle vous êtes connecté ce soir. Vous avez différents espaces à votre disposition, un chat, donc vous pouvez discuter entre les différents participants, un espace de questions qui vous sera utile dans la deuxième partie de la conférence où vous pouvez poser directement vos questions à notre invité, dont vous ferez le porte-parole dans la deuxième partie de la discussion. Et un troisième espace, sondage, qui va s'ouvrir très rapidement, auquel vous pourrez répondre à quelques questions qu'on a souhaité vous poser pour savoir aussi quelles sont vos connaissances sur le cancer et Lionel Lafaille pourra réagir pendant sa présentation aux réponses que vous avez apportées à ces différentes questions. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, on a beaucoup de sujets à discuter ce soir et donc je passe tout de suite la parole à Lionel pour sa présentation. Merci pour l'introduction, Guillaume. Bonjour à tous et merci à Guillemette de m'avoir invité suite à une présentation que j'avais faite lors d'un comité de démocratie sanitaire à l'Institut national du cancer sur justement les données d'incidence des cancers en 2023 et leur tendance depuis 1990. Donc tout le monde ne connaît certainement pas l'Institut national du cancer. Il s'agit d'une agence d'expertise sanitaire et scientifique spécialisée en cancérologie qui travaille pour l'État, qui est chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer. Alors, elle a été créée par la loi de santé de 2004 et elle est sous la tutelle des ministères de la Santé et du ministère chargé de la Recherche. Alors, les missions principales de l'Institut national du cancer, c'est de coordonner les actions de lutte contre les cancers, de soutenir l'innovation scientifique, médicale et de l'initier également à travers des appels à projets nombreux et variés, de concourir également à la structuration d'organisations existantes ou d'en créer certaines, de produire des expertises, ces expertises servant à guider les politiques publiques, à éclairer les décideurs et à guider les professionnels. Et l'INCa est également chargé de produire, d'analyser et d'évaluer des données. Et donc, au sein de l'Institut national du cancer, il existe une direction qui s'appelle la direction de l'observation des sciences de données et de l'évaluation, au sein de laquelle il y a un département dont je m'occupe, qui est le département observation et documentation, qui travaille principalement avec les registres de cancer afin de produire des statistiques sur l'épidémiologie des cancers. Donc là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les données d'incidence, qui sont les dernières données qui ont été établies sur la situation des cancers, mais on dispose également de données sur la survie, c'est-à-dire le pronostic des cancers, sur la prévalence des cancers. Mais là, ce sont encore d'autres sujets et ça pourra être l'objet de présentations futures. Donc, comment produit-on les données épidémiologiques en lien avec les cancers? On utilise des structures qui sont les registres de cancer.
Les registres assurent ce qu'on appelle un recueil exhaustif et continu et de qualité des cas de cancer sur une zone donnée. Très souvent, c'est à l'échelle d'un département, c'est-à-dire que la structure va récupérer toutes les sources de données qui existent, qu'elle a à sa disposition pour s'assurer que tous les cas de cancer diagnostiqués dans le département sont bien des cancers, avoir des informations sur le type exact de cancer, sur le stade du cancer à son diagnostic. Donc pour ça, elle va utiliser différentes sources. Ça va pouvoir être des fichiers de données tels que le fichier du PMSI ou des ALD, mais ça peut être également les données des comptes rendus d'anatopathologie, c'est-à-dire l'analyse des résultats de l'analyse des cellules cancéreuses, les comptes rendus des réunions de concertation pluridisciplinaires qui ont lieu systématiquement lors d'un diagnostic de cancer. Donc, tout un tas d'informations. Et puis, ces registres vont également se rendre dans les hôpitaux, dans les services, pour récupérer les dossiers et avoir le maximum d'informations pour valider les cas de cancer. Donc, un registre, c'est pas un outil d'alerte, hein, c'est pas quelque chose qui permet de remonter très rapidement des informations, car parfois, pour avoir un diagnostic de cancer confirmé et pour avoir suffisamment d'informations pour le valider, il va falloir attendre des fois 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Pour certains cancers, il faudra attendre un acte chirurgical pour être sûr du diagnostic et pour le valider, ou au contraire pour l'infirmer. Donc, le travail des registres, c'est vraiment un travail de fourmi, mais ce sont ce qu'on appelle en anglais des gold standards, c'est-à-dire des outils de référence pour estimer l'incidence des cancers. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de meilleur moyen d'estimer l'incidence des cancers. Alors, en France, on n'a pas de registre national, on n'a que des registres au niveau départemental ou régionaux. Donc, on peut avoir des registres qu'on qualifie de généraux, c'est-à-dire qui enregistrent tous les types de cancers sur un département. Par exemple, le département de l'Isère dispose d'un registre général, donc qui va enregistrer tous les cas de cancer. À l'inverse, le département de la Côte d'Or a plusieurs registres qui sont dits spécialisés parce qu'ils vont enregistrer dans un cas les cancers du sein et gynécologiques, dans un autre uniquement les hématopathies malignes et dans un autre uniquement les cancers digestifs. Vous avez également le registre du Finistère qui n'enregistre que les cancers digestifs. Alors, les DROM, les départements et régions d'outre-mer, sont plutôt bien dotés en registres. Ils ont, sur les 5 DROM, il y en a 4 qui ont un registre général. La Guyane, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. Il n'y en a pas sur Mayotte. Il y en a également dans je crois que maintenant on dit que ce sont des COM en Nouvelle-Calédonie et également un en Polynésie qui a été arrêté et qui repart. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent des problématiques spécifiques dans ces territoires qui sont différentes de ce qu'on observe en métropole, ce qui explique qu'on ait mis en place des registres dans ces territoires ultramarins. Autre point de différence au niveau des cancers pédiatriques, là, il existe un registre national. En fait, 2 registres, un qui enregistre les hémopathies malignes et l'autre les tumeurs solides, parce que les cancers pédiatriques sont des cancers qui sont rares par rapport à ce qu'on observe chez l'adulte. Et donc, pour avoir suffisamment de cas et pour être suffisamment précis dans les statistiques, il était préférable de mettre en place une structure nationale qui enregistre tous les cas. Donc, pour revenir à la métropole, on a à peu près entre 20 et 24% du territoire métropolitain qui est couvert par un registre de cancer. Donc, pour avoir des statistiques nationales, on va devoir faire un petit peu de statistiques. Je vais vous expliquer ensuite comment on procède. Alors, tout d'abord, l'incidence. Qu'est-ce que c'est que l'incidence? C'est le nombre de nouveaux cas annuels, en général, qu'on observe sur une année dans une population donnée. Donc, on peut aussi l'exprimer en taux, c'est-à-dire en rapportant ce nombre de cas annuels à la population. Donc, on peut prendre par exemple la population française actuelle qui est d'environ 67 millions et donc si on divise 433 000 nouveaux cas, je vous donne déjà le résultat, mais c'est pas un scoop vu qu'il était dans la présentation du webinaire, sur la population actuelle, on obtient un taux. Mais ce taux, il va être brut et on ne pourra pas le comparer
à ce qu'on avait en 1990 ou en 2000 ou en 2010, parce que notre population, elle a complètement évolué. On ne peut pas non plus le comparer à ce qu'on observe en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Il faut pour ça avoir ce qu'on appelle des populations de référence, des populations qui sont en fait fictives, mais à laquelle on se ramène. Donc là, c'est une technique statistique qui s'appelle la standardisation. Et donc, on calcule des taux standardisés monde. Ça nous permet de faire des comparaisons au cours du temps pour un même pays ou entre pays. Donc, vous allez très souvent voir dans ma présentation TSM, donc c'est un taux standardisé sur une population mondiale, ce qui permet donc de comparer les taux entre eux au cours du temps et entre les pays. Donc, comment est-ce qu'on produit ces statistiques? Donc, ce sont donc les données qui sont utilisées, qui sont produites par les registres de cancer, qui sont en France fédérés dans un réseau qui s'appelle le réseau Francim, qui mettent donc toutes leurs données dans une base commune qui est gérée par les Hospices civils de Lyon. Et qui, eux, réalisent donc des vérifications de la standardisation de données et puis surtout qui réalisent les analyses statistiques pour produire donc des estimations nationales à partir des 22% de couverture. Et puis, Santé publique France et l'INCa participent au financement des registres et puis définissent avec le réseau Francim et les Hospices civils de Lyon un programme de travail avec la production d'indicateurs et contribuent à la valorisation des indicateurs par des publications, par des présentations comme je le fais ce soir. Donc, les registres, je vous ai dit que ce sont des structures qui font vraiment un travail un petit peu de fourmi. Et donc, par exemple, pour produire les données d'incidence de l'année 2023, on a utilisé les données qui ont été observées dans les registres jusqu'en 2018. À partir de ces données-là, les Hospices civils de Lyon nous ont produit des estimations nationales, donc jusqu'en 2018. Et après, on a fait ce qu'on appelle des projections. Alors là, c'est un petit peu des fois, il arrive qu'on se trompe, mais pas globalement. On sait en général, il y a certains cancers pour lesquels on ne le fait pas parce qu'on sait qu'il va y avoir des variations où on ne maîtrise pas les variations. On ne les connaît pas suffisamment bien à l'avance pour les projeter, mais pour la majorité des localisations cancéreuses, on arrive à les projeter. On se dit, on suppose que la tendance va suivre ce qu'elle était avant. Puis, on va utiliser les données de l'INSEE sur les projections de population pour faire des projections en 2023. Donc, en 2023, donc on a fait ces estimations avant, en fait, en 2022, on les a sortis en 2023, donc avant que l'année de 2023 soit terminée. Donc, dans quelques années, on pourra vérifier si nos chiffres étaient vraiment bons, mais en général, surtout sur la globalité des cancers, il n'y a pas de différence notable. Donc, en 2023, on estime que le nombre de cas de cancer était de 433 000 nouveaux cas, répartis ainsi 187 500 chez les femmes et 245 610 chez les hommes. Donc, il y a toujours un nombre plus important de cancers chez les hommes, c'est 57% versus 43%, mais cette différence a tendance à baisser et on le reverra au cours de la présentation. Donc, en termes de taux, donc je vous ai dit qu'on pouvait exprimer l'incidence en termes de taux. Donc, ça, c'est le taux d'incidence standardisé sur une population mondiale. On est d'environ 274 cas pour 100 000 chez les femmes et 355 cas pour 100 000 chez les hommes. Donc, en dessous, je vous ai mis, mais elle reviendra également à la fin avec un petit QR code où trouver la présentation scientifique de ces résultats. Alors, comment se répartissent ces 433 000 cas de cancer en termes de localisation cancéreuse? Le cancer le plus important à présent, ils sont quasiment à égalité, ce sont le sein et la prostate, que ce soit qu'on considère les sexes indépendamment ou l'ensemble, à peu près 60 000 cas de cancer, un peu plus de 60 000 cas de cancer du sein, et à peu près la même chose pour la prostate.
Ensuite, arrive le cancer du poumon qui, malheureusement, augmente à vitesse également importante, comme on le verra plus tard, hein. Chez les hommes, c'est le deuxième et chez les femmes, c'est le troisième plus important. Donc, au total, ça représente à peu près 55 000 cas de cancer. Ensuite, c'est le cancer colorectal, donc qui occupe la deuxième place en termes d'incidence chez les femmes, avec 21 000 cas et 26 000 cas chez les hommes. Donc, ça fait à peu près 47-48 000 cas. Ensuite, on tombe à des niveaux plus bas avec notamment le mélanome de la peau, qui représente à peu près 17 000 cas au total entre les hommes et les femmes. Le cancer du rein également, à peu près 17 000 cas, 11 800 chez les hommes et 5 000 chez les femmes. Le cancer du pancréas, qui est également, on le verra, un cancer qui augmente et qui est quasiment, qui a à peu près le même nombre de cas entre les hommes et les femmes, 8 300 cas, vous voyez, chez les hommes et 7 600 cas chez les femmes. Et on verra que c'est, en plus d'être un cancer de très mauvais pronostic, c'est un cancer dont l'incidence augmente de manière importante depuis quelques années. Ensuite, on a les cancers de la vessie, de l'ensemble lèvres, bouche, pharynx, qui représente environ 14 000 cas. Alors l'âge, c'est les recueils faits par les registres et les analyses faites ensuite par les hospices civils de Lyon nous permettent de déterminer ce qu'on appelle des âges médians au diagnostic, c'est-à-dire que la moitié des cas vont être diagnostiqués au-delà de cet âge. La moitié des cas, donc des cancers diagnostiqués chez les hommes, sont diagnostiqués après 70 ans. Chez les femmes, cet âge médian, il est un peu plus jeune, il est de 68 ans. Donc là, c'est toute localisation confondue. Sur cette diapositive, c'est le même âge médian, mais selon la localisation cancéreuse. On voit qu'il y a des variations relativement importantes selon les types de cancers. Le cancer de la thyroïde, par exemple, cet âge médian, il est de 51 ans chez les femmes et de 58 ans chez les hommes. De même, le cancer du col de l'utérus, il est de 55 ans. Donc, c'est la moitié des femmes qui développent un cancer au-delà de cet âge ou avant cet âge. Donc, c'est relativement jeune. Par contre, pour d'autres cancers surviennent plus tard. C'est le cas notamment du cancer de la vessie, avec des âges médians de 74 ans chez les hommes et 77 ans chez les femmes. Cancer du pancréas également, 71 ans chez les hommes, 74 ans chez les femmes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à des âges très jeunes. Donc c'est vraiment des âges médians, ce sont des données statistiques sur l'ensemble des cas. Alors, là, c'est la même figure que tout à l'heure, juste pour vous dire que on peut étudier les évolutions entre 2023 et 1990, parce qu'on a à peu près le même réseau, on utilise les mêmes modèles statistiques, et puis on fait ce qu'on appelle de la standardisation. Donc, si on compare entre 1990 et 2023, on voit que chez les hommes, le nombre de cancers est passé de 124 000 à 245 000. Donc, en un peu plus de 30 ans, en 33 ans, ce nombre a quasiment doublé, il a augmenté de 98%. Et chez les femmes, cette augmentation est encore plus importante puisqu'on est passé de 91 800 cas en 1990 à 187 500, donc ce qui fait plus 104%, donc plus du double chez la femme. Donc ce qui fait en moyenne homme-femme plus 100%, donc vraiment un effectif qui a doublé entre 1990 et 2023. Alors, comment expliquer cette évolution? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la population de 1990 n'est pas la même que celle de 2023. Si on prend les données démographiques de l'INSEE, déjà, la population française a nettement augmenté, d'à peu près plus de 20%. On est passé de 56 millions d'habitants à 68 millions. Cette augmentation est à peu près la même entre les hommes et les femmes. Plus 20% chez les hommes, plus 21% chez les femmes. Et puis surtout, elle a beaucoup vieilli, puisque la part des 65 ans et plus est passée d'un peu moins de 8 millions, 7,9 millions, à plus de 14 millions, près de 14,5 millions, soit une augmentation de 82%.
Et ce vieillissement concerne davantage les hommes, parce qu'on est passé, donc les hommes de plus de 65 ans étaient un peu plus de 3 millions en 1990, ils sont devenus 6,3 millions en 2023. Chez les femmes, cette augmentation est un peu moins importante, car les femmes étaient déjà, il y avait déjà une forte proportion de femmes âgées, enfin du moins nettement plus que d'hommes, puisqu'il y avait déjà 4,8 millions de femmes de plus de 65 ans en 90, et c'est passé à 8,2 millions. Et si on prend un indicateur dont on entend assez souvent parler, qui est l'espérance de vie, chez les femmes, en 1990, cette espérance de vie était déjà de 81 ans. Elle est passée à 85 ans en 2023, alors que chez les hommes, cette espérance de vie, elle était seulement de 72 ans. Elle est passée à 79,3 ans en 2023. Donc, les hommes sont vraiment rentrés dans, si vous vous rappelez de la diapositive précédente avec les âges médians au diagnostic, les hommes sont vraiment rentrés en masse dans, on va dire, dans la phase critique concernant le diagnostic de cancer. Il y en a eu vraiment beaucoup plus qui sont arrivés dans cette phase de plus de 70 ans où on est dans la zone où il y a le plus de diagnostics de cancer. Donc, si on regarde maintenant, on a demandé à nos statisticiens de regarder comment expliquer cette évolution en termes de qu'est-ce qui est expliqué par l'augmentation de la population, qu'est-ce qui est expliqué par le vieillissement de la population et qu'est-ce qui est expliqué par ce qui reste. Et ce qui reste, en fait, c'est ce qu'on appelle le risque de cancer. Donc, ce risque de cancer, c'est à la fois le risque lié à l'exposition aux facteurs de risque, par exemple le tabac, l'alcool, le surpoids, l'obésité, les facteurs environnementaux, dont on reparlera certainement plus tard. Donc, on leur a demandé d'extraire la part de chacun. C'est-à-dire, on se dit, on va se replacer dans une situation équivalente en 1990, et si la population avait la même structure, quel devrait être le nombre de cas de cancer? Et donc, on s'aperçoit que la croissance de la population explique 30% de l'augmentation de nouveaux cas, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est le même niveau. L'augmentation de l'âge, le vieillissement, explique beaucoup plus de cas chez les hommes que chez les femmes. 48% des cas, de l'augmentation des cas entre 90 et 2023 est expliqué par le vieillissement des hommes, alors que c'est seulement 27% chez la femme. Donc, c'est expliqué par ce que je vous ai dit auparavant, que les hommes étaient vraiment rentrés dans la phase critique vis-à-vis du diagnostic de cancer. Beaucoup plus d'hommes qui ont plus de 70 ans en 2023. Et donc, la part liée au risque, chez les hommes, c'est 20% donc, de cette différence qui est liée au risque de cancer. Donc, c'est le risque, oui, l'exposition aux facteurs de risque, mais aussi l'amélioration des techniques de diagnostic. Et également au dépistage éventuel. Alors que chez les femmes, cette augmentation liée au risque, elle est de 47%. Donc là, c'est vraiment le point qui me semble important à souligner, c'est que la part de risque chez les femmes, et on va le voir après en regardant les localisations, elle est vraiment très importante chez les femmes. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure du taux d'incidence standardisé sur la population mondiale. Et donc, on retrouve ces augmentations. Donc, entre 1990 et 2023, on voit que chez les hommes, en fait, c'est l'équivalent de cette augmentation de cas dus au risque. Il y a eu une augmentation d'environ 0,3% sur l'ensemble de la période par an, 0,3% par an du taux d'incidence en 33 ans. En revanche, chez les femmes, on voit que cette augmentation est beaucoup plus importante. Là, c'est une augmentation de quasiment 1% par an depuis 1990. Donc, il y a vraiment un risque augmenté chez la femme. On verra cette petite bosse un peu plus tard lorsqu'on parlera du cancer de la prostate. Voilà, cette courbe reflète principalement ce qu'on observe avec le cancer de la prostate chez les hommes. Alors, on peut regarder les évolutions selon l'âge. Et alors, tout d'abord, donc l'élément marquant, c'est que chez les femmes, on voit que le taux d'incidence, il augmente à tous les âges, que ce soit à 40 ans,
que ce soit à 50 ans, à 60 ans, 70 ans, 80 ans, il y a une augmentation chez la femme vraiment du taux d'incidence. Chez l'homme, c'est un petit peu différent. Il y a d'abord plutôt une stabilité et avec même une petite diminution pour les hommes de 50 ans et même légèrement pour les hommes de 40 ans. Là, on verra également cela avec le cancer du poumon et de la prostate qui évolue de manière différente selon l'âge. Donc, voyons à présent localisation par localisation comment l'incidence a évolué, indépendamment des évolutions démographiques. Donc, chez l'homme, il y a plusieurs cancers dont l'incidence a baissé. Donc, le taux d'incidence a baissé, notamment les cancers liés au tabac et à l'alcool, tels que les cancers de l'œsophage, de l'ensemble lèvres-bouche-pharynx, estomac, vessie, et puis colorectal, et même donc le cancer du poumon. Donc, le taux d'incidence est passé de près de 52 à 48, ce qui faisait une petite baisse de 0,2% par an sur les 30 ans. Sur 30 ans, pardon. Par contre, d'autres cancers augmentent. C'est notamment chez l'homme l'incidence du mélanome cutané qui a été multiplié par plus de 3, est passé de 4,8 à 14,6, qui fait une augmentation de 3,5% par an de l'incidence. Le cancer du pancréas, donc, qui pareil, une augmentation de plus 2,3% par an. Le rein, le foie et les hémopathies malignes également ont augmenté. Mais on verra que chez la femme, ce nombre de localisations dont l'incidence augmente est beaucoup plus important que chez l'homme. Donc là, on retrouve le cas du cancer de la prostate que j'ai pas présenté auparavant, puisqu'on n'a pas pu faire pour ce cancer de projection sur 2023, parce que vous voyez que l'incidence, elle a fortement augmenté jusqu'en 2005, et puis ensuite, elle a rebaissé. Et puis, on s'est aperçu que pour les personnes les plus âgées, elle avait tendance à réaugmenter à nouveau. Donc, dans ces cas-là, on ne fait pas de projection et on s'arrête aux estimations pour la dernière année d'estimation. Et on verra ensuite comment ça évolue. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a de toute façon cette petite bosse qui est liée au fait que pendant une période, les professionnels de santé ont fait énormément de dosage de PSA, parce que le diagnostic du cancer de la prostate repose sur la réalisation d'un test d'antigène spécifique qui s'appelle le PSA, puis d'une biopsie. Et donc, la réalisation de ces tests de manière un petit peu très importante a entraîné un surdiagnostic, notamment chez les personnes âgées, chez qui le cancer n'aurait certainement pas donné de signes cliniques. Et donc, on était vraiment Ensuite, il y a eu une baisse assez importante, puis à nouveau, ces dernières années, un petit rebond de l'usage de ce test de PSA, mais sans revenir au niveau qu'on observait auparavant. Alors, chez la femme, les localisations pour lesquelles l'incidence baisse, elles sont moins nombreuses que chez l'homme, hein, et puis surtout avec des niveaux moins importants. Par exemple, on a le cancer de l'estomac, dont l'incidence baisse, hein, en moyenne moins 1,6% par an sur les 30 années. Et puis des cancers, on va dire, qui sont purement féminins, le cancer du col de l'utérus, cancer de l'ovaire, du corps de l'utérus. Et puis également aussi le cancer de la vessie, mais c'est vraiment des niveaux très faibles de baisse. En revanche, là, ce sont toutes les localisations pour lesquelles l'incidence augmente chez la femme ou se stabilise, c'est-à-dire qu'il y a une très très légère augmentation qui n'est pas significative, mais on voit des augmentations, notamment pour le cancer du poumon. L'incidence est passée de 5,5 pour 100 000 à 27,5, ce qui fait quasiment une incidence multipliée par 4 ou 5, ce qui fait une augmentation à un rythme de 5% par an, donc ce qui est vraiment très important. Comme chez l'homme, le cancer du pancréas, mais encore à un rythme plus important, hein, plus 3,3% par an. Je crois que chez les hommes, c'était autour de 2% par an. Le cancer du foie, plus 3,2%. Le mélanome, à peu près comme chez l'homme, hein, l'incidence est passée de 6,6 à 15,4 pour 100 000. Les cancers de type lèvres-bouche-pharynx, donc associés également à la consommation alcoolo-tabagique.
puis l'ésophage, le cancer du sein, dont l'incidence est passée de 73 à quasiment 100 pour 100 000, hein, un rythme de 1% en moyenne par an. Donc, si on prend justement le cas spécifique du cancer du sein, entre 1990 et 2023, on voit que, comme pour tout à l'heure, hein, la croissance de la population explique à peu près 9000 cas supplémentaires, le vieillissement de la population à peu près 6000 cas en plus, et la grosse majorité des nouveaux cas, c'est lié à l'augmentation du risque de cancer du sein. Donc là, pour le cancer du sein, il y a le fait qu'on ait mis en place depuis 2004 le dépistage organisé de manière généralisée. Donc, lorsqu'on met en place un dépistage organisé, on a mécaniquement une augmentation du nombre de cas, puisque c'est un peu le but, même si en France, et ça c'est un message que je souhaiterais faire passer, la participation au dépistage, aux 3 dépistages organisés, demeure vraiment basse et on est loin des objectifs qu'on souhaiterait atteindre pour avoir des effets importants en termes de santé publique. Donc, c'est vraiment important d'inciter les femmes à participer au dépistage. Là, je parle du cancer du sein, mais c'est aussi le cas pour le cancer du col de l'utérus et pour le cancer colorectal, pour les hommes également. Là, mais pour le cancer du sein, voilà. Donc, une partie de ce risque est expliquée par... mais il y avait aussi, pour le cancer du sein, il y a de nombreux facteurs. Alors là, c'est l'évolution du cancer du sein selon l'âge. Et donc, on voit que quel que soit l'âge, l'incidence du cancer du sein a augmenté, que ce soit chez les femmes jeunes, qui sont pourtant pas concernées par le dépistage. Hein, chez les femmes de 40 ans, l'incidence du cancer du sein a augmenté. Chez les femmes plus âgées, de 50 ans également. Alors, il y a un petit cas particulier, c'est pour les femmes de 60 ans, puisqu'il y a eu c'est avéré que les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause étaient des facteurs de risque. Donc, après une prescription importante, la prescription de ces traitements a été arrêtée brutalement et on a tout de suite vu la baisse des cas dans cette tranche d'âge. Donc voilà, c'est la seule catégorie d'âge pour lesquelles il y a cette pente, mais on voit que pour les autres, chez les femmes de 80 ans notamment, elles sont également sur une pente ascendante. Donc là, c'est juste à titre illustratif pour les cancers qui sont de mauvais pronostic. Donc les cancers de mauvais pronostic sont des cancers pour lesquels la survie à 5 ans est inférieure à 33%, c'est-à-dire qu'il y a seulement une chance sur 3 d'être encore en vie 5 ans après le diagnostic. Et donc, qui sont des cancers dont on se préoccupe beaucoup, que ce soit à l'INCa, mais aussi au niveau international. Et donc, on voit que ce qui est le risque de cancer explique vraiment une part importante chez l'homme ou chez la femme de l'augmentation du nombre de cas pour ces 2 cancers. Alors, je voulais vous parler un petit peu du cancer du poumon parce que même si c'est un cancer qui est également de mauvais pronostic, avec une mauvaise survie à 5 ans, même si ça s'améliore, les traitements font des progrès pour ce cancer, on voit quand même au niveau de l'incidence, donc je vous ai dit chez l'homme, globalement, ça commence à diminuer. Et lorsqu'on regarde par classe d'âge, on s'aperçoit que chez les hommes jeunes, chez les hommes de 40 ans, chez les hommes de 50 ans, la courbe vraiment s'est bien inversée et on a une baisse de l'incidence. Chez les hommes plus âgés, on est encore dans une certaine stabilité. On peut espérer que dans la prochaine fois, on puisse voir un début de baisse. Donc là, ça permettrait de poursuivre. Et donc là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Malheureusement, on en reparlera peut-être un peu plus tard, la période Covid a eu tendance à interrompre la baisse du tabagisme en France. Les derniers chiffres publiés l'an dernier sur la prévalence du tabagisme ne sont pas très optimistes pour l'avenir, mais voilà, il y a des efforts à faire là-dessus. Et vraiment, là, on voit qu'il y a eu un impact. Par contre, chez les femmes,
Alors, mais là aussi, il y a un élément quand même positif. Comme je vous l'ai dit, le cancer du poumon, c'est un de ceux qui augmente le plus chez les femmes. On voit bien cela chez les femmes de 60 ans, 70 ans, 80 ans, avec des pentes qui sont impressionnantes. Par contre, et c'est là où il y a un point positif, c'est que chez les femmes jeunes, comme chez les hommes jeunes, on voit qu'il y a un début de tendance à l'inversion de la courbe ou à un plateau chez celles de 50 ans. Donc, on peut espérer que d'ici quelques années, on puisse inverser les tendances pour ce cancer. Mais encore faudrait-il que les... Oui. Avant de passer à la prochaine diapo, donc on peut juste ouvrir les sondages. Donc vous allez voir dans le petit onglet sondage, on va vous ouvrir quelques questions et donc qui vont pouvoir faire réagir Lionel par la suite. Donc on vous demande, selon vous, d'ici 2070 en France, le nombre de cas va-t-il continuer à augmenter, va baisser, va se stabiliser, et ensuite on vous pose un certain nombre de questions sur les différents facteurs de risque, donc, dont certains ont déjà été évoqués. Donc sur le principal facteur de risque évitable et le deuxième facteur de risque évitable en proportion. Donc on laisse quelques instants pour voter et on va pouvoir passer la diapo comme ça. Voilà, et comme ça on va pouvoir voir ce que... Hop, je laisse encore quelques instants à tout le monde et je vais vous donner les réponses. Dans chaque cas. Donc je laisse encore quelques instants pour que tout le monde puisse voter. Donc c'est dans la partie, dans l'onglet sondage, donc en bas à droite de votre écran. Si on regarde la première question, donc selon vous, d'ici 2070 en France, le nombre de cas, donc pour 7% des personnes, donc le nombre de cas va continuer à augmenter, donc, ni se stabiliser ni baisser. Donc Lionel, vous nous confirmez que c'est bien ce qui est attendu d'ici les prochaines décennies? C'est malheureusement ce qui est attendu, puisque la population française va continuer à augmenter, mais beaucoup plus légèrement jusqu'en 2045, et ensuite elle devrait même baisser, puisque je suppose que vous avez vu les chiffres de natalité qui ont fait l'objet également de nombreux discours politiques récemment, mais c'est vrai que la natalité a baissé, et comme la population vieillit, la mortalité le nombre de décès risque de dépasser le nombre de naissances, et donc on va se retrouver avec un déficit assez prochainement, d'ici 2044, et par contre la population va continuer de vieillir. Donc, on aura certainement davantage de cancers, et on peut également supposer qu'on va améliorer encore les techniques de diagnostic. Notamment, je pense au cancer du pancréas, qui est un cancer qui est asymptomatique, donc qui est souvent un petit peu, pendant longtemps, c'était le diagnostic par défaut. Une fois qu'on avait éliminé toutes les autres possibilités, on arrivait au diagnostic c'était un cancer du pancréas. Donc ça, on peut supposer que maintenant, avec les développements de nouvelles techniques, donc on devrait également, malheureusement, mais ils seront détectés plus tôt, donc avec des meilleures chances de survie. Question suivante, c'était le principal facteur de risque de cancer. Et donc, pour plus de 50% des personnes qui ont répondu, c'est le tabac, donc devant l'âge, l'alcool et le surpoids. Donc là, il y avait un petit piège. En fait, c'était le facteur de risque au sens global, c'était pas facteur de risque évitable, parce que donc c'était donc le principal facteur de risque, c'est l'âge. Donc il y a quand même une proportion qui a bien répondu, parce que même si on ne peut pas l'éviter, c'est pas un facteur de risque évitable, c'est un facteur de risque individuel. Mais c'est ce qui explique le plus grand nombre de cas de cancer. Alors que le tabac, même si le tabac est le principal facteur de risque évitable, c'est-à-dire celui-là, on peut l'éviter.
ça au niveau des facteurs comportementaux. Ensuite, en effet, quand on a reposé la question en rajoutant cette précision, voilà, c'est pour évitable. Ça. Donc là, les personnes ont bien classifié. Et le deuxième facteur, donc là, vous allez pouvoir le détailler, en effet, c'est l'alcool. Donc les deux facteurs de risque évitables principaux, ça reste le tabac et l'alcool. Voilà. Donc je repasse la parole. Ouais. Donc les facteurs de risque de cancer, donc qui sont évitables, qui sont liés au mode de vie, au comportement et à l'environnement. Donc c'est pas facile, c'est assez difficile à qualifier une substance de cancérogène. Il y a une institution internationale, hein, le CIRC, qui régulièrement fait des analyses, ce qu'on appelle en langage scientifique des méta-analyses de toute la littérature qui existe sur le lien, par exemple, entre tabac, cancer du poumon, tabac, cancer du sein et surpoids, cancer du sein, et donc qui publie et qui, au vu des résultats, va définir si une substance est à risque avéré de cancer ou si c'est un risque possible ou si, au contraire, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc, mais il faut beaucoup d'études pour arriver à classer et à déterminer la part. Donc, pour le tabac, ça a été fait, c'est celui qui est le plus facile en fait à identifier, puisque le tabac, il est tout seul. Quand vous fumez, vous le trouvez pas dans 150 produits, il est uniquement dans la cigarette. Donc, c'est assez facile à quantifier la quantité de tabac fumé. Mais bon, il expliquerait le tabac 20% à peu près des cancers. Hein. Ensuite, l'alcool, qui expliquerait 8% des cancers. Donc l'alcool, c'est un petit peu également, c'est un petit peu plus difficile à quantifier. Dans les enquêtes de consommation, il y a souvent une sous-estimation de la quantité d'alcool consommée, mais malgré tout, on sait que voilà, il y a derrière en plus des éléments explicatifs, hein, biologiques, pour lesquels on sait comment l'alcool peut déréguler la multiplication des cellules. Ensuite, ce sont les habitudes alimentaires, les mauvaises habitudes alimentaires qui expliqueraient à peu près 5%, 5,4% des cancers, de même que le surpoids et l'obésité, 5,4% des cancers. Et notamment certains des cancers observés dans les populations jeunes. Alors ça se voit assez bien aux États-Unis. Chez nous, c'est un petit peu plus difficile parce que le surpoids et l'obésité sont un peu moins importants qu'aux États-Unis. Mais on voit des cancers, notamment des cancers digestifs, apparaître chez des classes d'âge de plus en plus jeunes, vraisemblablement liés à l'obésité et au surpoids. Et un autre élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que pour la problématique du cancer, c'est que souvent, il faut une exposition longue, parfois des années avant. Et parfois, chez des personnes qui vont pouvoir développer un cancer jeune, il y aura eu des expositions in utero, c'est-à-dire lors de la grossesse, voire même parfois lors de l'exposition des parents eux-mêmes. Donc, voilà, c'est des éléments qui font que tous ces facteurs sont... Des fois, on nous dit, mais ça va pas assez vite, maintenant on devrait savoir. Alors, déjà, il faut avoir, comme je vous disais, un faisceau d'éléments pour pouvoir conclure quant à la cancérogénité d'un facteur. Et puis avoir des études qui permettent de rechercher parfois très en amont une exposition. Par exemple, le cas pour lequel il y a également un facteur bien avéré qui est le mésothéliome de la plèvre, qui est lié à ce qu'on appelle le cancer de l'amiante. L'exposition, elle peut avoir eu lieu 50 à 60 ans avant le développement du cancer. Donc, parmi les autres facteurs de risque, il y a les expositions professionnelles, le rayonnement UV, les radiations ionisantes, le manque d'activité physique, certains traitements médicamenteux, l'absence d'allaitement chez les femmes, la pollution aux particules fines. Donc, il y a de nombreux quand même cancers, mais il y a une part des cancers qu'il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas expliquer. Donc juste pour terminer, après j'arrête parce que je crois que j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Pour les cancers du sein, le principal facteur,
c'est malgré tout l'âge, même si je sais qu'il y a, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a depuis une augmentation de l'incidence également chez les femmes jeunes. Mais bon, le principal facteur de risque du cancer du sein, ça reste l'âge, hein, parce que la moitié se sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans et 28% après 69 ans. Il y a une part génétique et héréditaire assez importante. Hein. Il y a 20 à 30% des cancers du sein qui surviennent chez des femmes qui ont eu des antécédents familiaux de cancer et 5 à 10% qui sont héréditaires, c'est-à-dire attribuables à une mutation génétique. Parmi les facteurs de risque évitables, là, c'est pas le tabac qui est le premier pour le cancer du sein, c'est l'alcool, hein, qui expliquerait 15% des nouveaux cas. Puis le surpoids et l'obésité, 8%, et le tabac seulement en troisième position, à peu près 4,5% des nouveaux cas. Après, l'alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique, un temps d'allaitement trop court. Alors, juste en conclusion de cette présentation, pour les éléments à retenir, c'est que le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé entre 1990 et 2023, que cette augmentation provient majoritairement des changements démographiques, l'accroissement de la population et le vieillissement, que chez les femmes, il y a une augmentation du risque de cancer et du taux d'incidence tout cancer de façon continue et qu'on retrouve pour de nombreux cancers. Chez l'homme, ce risque de cancer semble se stabiliser. Et puis, il y a des cancers vraiment qui sont en croissance aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est notamment le cas du cancer du pancréas et celui du mélanome également, même si un mélanome détecté, enfin diagnostiqué à un stade précoce a une très bonne chance d'être guéri. Par contre, un mélanome à un stade métastasé est malheureusement de très mauvais pronostics encore. Donc là, je vous ai mis sur cette diapositive des éléments de publication pour retrouver les principaux chiffres. Donc, soit dans un document qui est publié à peu près tous les ans par l'INCa qui s'appelle le Panorama des cancers, et donc qui reprend tous ces chiffres. Vous trouverez également, si vous voulez les données plus détaillées, avoir les données en fichier Excel sur notre site internet, et puis l'article que nous avons publié dans le cadre de notre partenariat avec les registres de cancer, les Hospices civils de Lyon et Santé publique France. Et puis donc là, je vous ai mis la petite photo du site web où vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site de l'INCa. Et puis, je souhaitais vous remercier. Et puis, comme je sais que beaucoup d'entre vous participent à la recherche, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, un grand merci de participer aux activités de recherche et de faire vivre la recherche sur le cancer. Merci. Merci beaucoup Lionel. Alors on va prendre des questions. Alors il y a beaucoup de questions. On va essayer de tout traiter. Donc excusez-nous si on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. On va essayer de regrouper les questions par thématique. Donc d'abord peut-être sur les premiers temps de la présentation sur le fonctionnement des registres. Donc il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur le fait de pourquoi on n'a pas un registre national. Donc certaines personnes comme Christelle et Fanny nous parlent d'une proposition de loi sénatoriale qui est passée pour la création d'un registre national des cancers. Donc est-ce qu'il va être mis en place? Parce qu'il existe des registres nationaux dans certains pays. Et deuxième question, sur les registres, est-ce qu'on a des informations à l'échelle régionale qui permettraient de voir des variations d'incidence d'une région à l'autre? Donc Sabrina nous explique que par exemple pour les cancers ORL, il y a des incidences plus importantes dans les Hauts-de-France, en Bretagne. Et est-ce que les données que vous avez présentées à l'échelle nationale permettent de voir ces variations à l'échelle locale? Alors en fait, les deux, merci pour ces questions, les deux sont un petit peu liés. Alors tout d'abord sur le registre, donc comme je vous ai dit, un registre, c'est vraiment un travail de fourmi avec du recueil de données. Donc là, actuellement, on est en février 2024. Ils sont en train de valider les données diagnostiquées en 2021. Donc le registre, c'est pas un outil, c'est vraiment un outil donc qui est extrêmement utile, qui permet d'avoir des données de référence très détaillées. Mais on a mis en place, alors en avoir un au niveau national, c'est sûr que ce serait vraiment super.
Mais un registre, ça se met pas en place du jour au lendemain. C'est une machine très longue parce qu'il faut récupérer, comme je vous le disais, toutes les sources qui existent. Et donc, cela fait énormément de sources à aller visiter lorsque vous passez de 22% à 100% du territoire. Donc, c'est sûr qu'il faudrait, ce serait l'idéal d'avoir un registre national, mais le mettre en place maintenant, en 2024, il ne produirait pas de résultats utilisables avant 2030, je pense, parce que le temps que la machine soit mise en place. Par ailleurs, les registres, il y a surtout des ARC et ce qu'on appelle des attachés de recherche clinique et des techniciens d'études cliniques, donc qui vont sur le terrain. Et les registres existants ont également beaucoup de mal à recruter des ARC et des techs qui, en fait, bon, c'est un souci qu'on a dans plusieurs professions, mais là, c'est vraiment net. Le personnel ne reste pas ou reste quelques mois, s'en va. Il faut en retrouver d'autres, il faut les former parce que ça demande un travail extrêmement précis pour la codification des cas. C'est quelque chose vraiment de très lourd. Et pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas le personnel pour mettre en place une telle structure à l'échelle nationale. Enfin, le coût, donc l'INCa et Santé publique France financent ces registres avec la DGOS, donc la Direction générale de l'offre de soins, dans le cadre de ces financements qui sont des financements dits MIG, donc mission d'intérêt général. Et pour donc ces 22% du territoire et 100% des registres, enfin de la couverture pour les cancers pédiatriques, on arrive à déjà plus de 10 millions tous les ans. Donc l'ensemble des financeurs, ça représente 10 millions, donc pour 22% en gros du territoire. Donc je vous laisse faire la multiplication pour atteindre 100% du territoire. Et par ailleurs, et donc c'est en lien avec la deuxième question, donc comme je vous l'ai dit, on a développé des méthodes avec les Hospices civils de Lyon notamment pour faire des estimations à partir des données sur les 22% du territoire pour faire des estimations nationales. On fait également des estimations régionales en combinant les données des registres avec d'autres données qui proviennent des fichiers, des bases médico-administratives, du PMSI et des ALD. Dire chaque fois que vous allez à l'hôpital ou dans une pharmacie ou voir un professionnel de santé, vous donnez votre carte vitale et ça génère un acte médical. Et donc, nous, on récupère ensuite ces fichiers et on peut savoir, donc, on peut suivre ensuite donc les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer et donc, on peut voir les nombres de nouveaux cas à partir de ces fichiers et qu'on corrèle avec ce qu'on observe dans les registres pour les zones où il y a les deux, ce qui nous permet donc d'avoir permet d'utiliser d'autres sources de données pour fournir des indicateurs régionaux et départementaux. Donc ça, on va aller on va publier des incidences régionales. On en a publié en 2018, on va en republier, je pense, en 2025 ou 2026. Donc, où on combine en fait 3 sources de données pour produire des indicateurs régionaux. Voilà, vous les trouverez ici. Guillaume, vous pouvez revenir. Là, en fait, il y a dans incidence et mortalité des cancers. Si jamais on clique dessus, si on était sur le site internet, vous trouveriez données nationales et ensuite données régionales et départementales. Donc, on a mis en place en fait des méthodes qui nous permettent de pallier le fait qu'on n'avait pas de registre national. Par ailleurs, les registres nationaux, ils existent surtout dans des pays de petite taille, où la population est beaucoup moins importante. Par exemple, dans les pays nordiques, Norvège, Suède, également en Israël. Voilà, les populations sont beaucoup moins importantes que chez nous. Par contre, aux États-Unis, ils utilisent, comme nous, ils utilisent un échantillon il y a des registres, mais pas sur l'ensemble du territoire. Donc, et à partir desquels on extrapole pour fournir des indicateurs régionaux. Donc, la proposition de loi, comment dire,
Elle est très bien. Bon, pour l'instant, elle est passée au Sénat, mais si jamais elle passe ensuite à l'Assemblée, pour l'instant, à ma connaissance, elle n'était pas encore inscrite à l'Assemblée nationale. Ensuite, sa mise en place risque d'être quand même assez longue et on aura quand même besoin. Alors, peut-être que ce sera un registre un peu différent de ceux dont je vous ai parlé là, qui nous servent à fournir les données, qu'on gardera bien sûr, parce qu'ils nous serviront d'étalonnage de toute façon pour être sûr que le registre national, si un jour il existe, on puisse vérifier qu'il fournit de bonnes estimations. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, les registres actuels, ils permettent aussi d'avoir des données très fines sur le stade, sur le grade de la tumeur. Et ça, un registre national ne pourra pas le faire. C'est vraiment parce que ça demande, alors là, encore plus de fouiller les comptes rendus, de fouiller les comptes rendus anatomopathologiques, de fouiller les dossiers médicaux pour avoir des informations. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de plus compliqué. Par ailleurs, ce que l'INCa a mis en place, c'est une plateforme de données avec une cohorte qui s'appelle la cohorte cancer et qui contient justement depuis 2010 tous les cas de cancer qui sont enregistrés dans les bases médico-administratives. Et on espère prochainement pouvoir croiser ces données avec les données des registres, mais également avec les données d'autres sources, avec les fiches, les comptes rendus des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, également avec les fichiers du dépistage pour avoir vraiment là, et ça nous permettra d'être beaucoup plus réactifs sur la production de statistiques. Et donc il y a des moyens qui le registre unique, on va dire, ce serait la panacée, mais c'est un petit peu difficile à mettre en place et on a d'autres moyens pour faire sans. Et passer à d'autres sujets, par contre, je vous demandais d'essayer de faire des réponses un peu plus courtes. Oui, alors, sur les facteurs de risque, donc, je posais deux questions qui peuvent être on peut mettre en regard. Il y a Castan qui me demande si les facteurs de risque sont cumulables. Et je voulais la mettre en regard d'une autre question de Michel qui me demande comment expliquer un cancer à l'anus chez quelqu'un de 50 ans qui n'a jamais bu d'alcool, n'a jamais fumé et qui n'est pas obèse. Donc, voilà, le rôle est-ce qu'on peut tout expliquer par les facteurs de risque? Est-ce qu'ils se cumulent? Et s'il n'y en a aucun, comment on peut expliquer un cancer? Alors, les facteurs de risque interagissent entre eux. Ils ne se cumulent pas. C'est-à-dire que si vous fumez, que vous buvez et que je ne sais plus, j'ai fait voir les pourcentages tout à l'heure, ça ne va pas s'ajouter. Mais il y a des interactions. Et vous avez des cancers, par exemple, qui sont vraiment spécifiques de ce qu'on appelle la consommation alcoolo-tabagique. Ce sont les cancers des voies aérodigestives supérieures, lèvres, bouche, pharynx, qui, à la fois qu'on fume et on boit, on augmente le risque d'avoir ce type de cancer. Donc il y a des interactions, ce qui rend du coup les études difficiles, notamment sur l'environnement, parce que souvent vous n'êtes pas soumis qu'à un seul facteur de risque, qu'à un seul polluant, vous allez en avoir plusieurs, donc vous allez avoir des interactions, vous allez avoir ce qu'on appelle des effets cocktails, donc tout ça, ça nécessite des études. Et après, comme je l'ai dit, malheureusement, tous les cancers ne s'expliquent pas. Alors, il y a aussi un élément dont j'ai pas parlé, parce que il y a quelqu'un qui parlait d'un cancer de l'anus, et en fait, il y a notamment le HPV qui intervient. Donc, le HPV, c'est un virus. Et il y a une campagne là qu'on a lancée de vaccination des adolescents. Donc, c'est avant l'activité sexuelle. Il est vraiment important de se faire vacciner contre le HPV parce que ça permettrait justement, c'est un des facteurs de risque importants du cancer du col de l'utérus, mais aussi du cancer de l'anus chez l'homme, du cancer du pénis et voilà, des cancers aussi, certains cancers des voies aérodigestives. Alors, d'autres, lister quelques facteurs de risque qui ont été évoqués. On a parlé du tabac, on parlait d'effet cocktail. Quel est le composé dans le tabac qui cause le cancer? Est-ce que c'est la nicotine? Est-ce que c'est les additifs? Sur un autre facteur de risque, je les prends en cascade, est-ce qu'il y a des études sur l'impact de la contraception? Aussi, une question qui revient souvent, c'est le lien entre le stress, les chocs psychologiques et la survenue d'un cancer.
Désolé, je liste un peu. Et une deuxième question aussi, est-ce que les registres permettent d'avoir des informations sur les risques de second cancer? Donc là, c'est Véronique qui me dit, voilà, avoir un cancer de la thyroïde, puis 10 ou 20 ans plus tard, un deuxième cancer, un cancer du poumon. Oui. Alors, je vais commencer par celle-ci. Effectivement, les registres permettent d'avoir des informations sur les risques de second cancer, puisqu'on sait que, notamment, certains traitements de cancer sont susceptibles de provoquer un cancer des années plus tard. Notamment les traitements utilisés pendant l'enfance sur certains cancers pédiatriques peuvent entraîner des risques de cancer à l'âge adulte, notamment avec la radiothérapie ou même les examens pour le diagnostic. On peut avoir après un surrisque de cancer de la thyroïde, cancer du sein aussi, il me semble. Sur les contraceptifs, il y a effectivement sur le cancer du sein, il y a des études qui sont faites. Alors, je pense pas que ce soit un facteur de risque avéré, mais c'est peut-être un facteur de risque probable. Il me semble que certaines, pour le cancer du sein, me semble-t-il, qu'il y a un risque qui n'est pas avéré, mais qui est possible. Après, là, voilà, on rentre un petit peu dans des détails que je connais moins, mais je sais qu'il y a un risque avec la contraception sur le cancer du sein. Tout ce qui touche aux hormones, en fait, comme le cancer du sein est très souvent un cancer hormonodépendant, il y a une susceptibilité à tout ce qui va modifier les hormones. Et les effets, c'était sur l'environnement, non? Les effets cocktails, je sais plus. Il y avait quelque chose sur. Il y avait sur le tabac et sur le stress. Ah oui, le stress. Alors le stress, pour l'instant, n'a pas été mis en évidence comme un facteur c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire avéré, mais pas de cancer. En revanche, les traumatismes, apparemment les traumatismes importants dans l'enfance, un événement traumatique tel qu'un décès ou de la maltraitance, sont apparemment peuvent avoir un effet sur le cancer. Mais je pense pas que ce soit avéré encore, mais il y a des recherches là-dessus. Donc il y a un élément dont j'ai pas parlé, c'est l'exposome en fait. Je voudrais juste en dire 2 mots parce que justement c'est ce qui permet en fait l'exposome, ça regroupe. C'est une notion alors qui commence à être étudiée, mais qui est très difficile à étudier, qui regroupe toutes les expositions auxquelles on a été soumis au cours de notre vie, que ce soit des expositions physiques, chimiques, via l'alimentation. Et donc, on cherche à étudier ce qu'on appelle cet exposome. Donc, c'est tout ce qui n'est pas génétique et tout ce à quoi on a pu être soumis au cours de notre vie pour voir ce qui va entraîner à partir qui peut donc définir les risques. Ça évite d'étudier notamment les substances 2 à 2 parce que, comme je vous ai dit, il y a des interactions entre ces facteurs de risque. Et donc, l'exposome sera un moyen à l'avenir d'étudier justement toutes ces expositions diverses et variées et ces fameux effets cocktails potentiels. Vous avez montré dans la présentation qu'il y a un certain nombre de cancers dont l'incidence augmente, et notamment, vous avez évoqué le cancer du pancréas. Donc, il y a quelques questions là-dessus. Pascal vous dit que l'augmentation de l'incidence du cancer du pancréas semblerait particulièrement concerner les populations d'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'il pourrait y avoir... est-ce que l'augmentation du nombre de cancers du pancréas pourrait être liée à un plus fort diagnostic ou des problèmes d'environnement au sens large? Et voilà, est-ce qu'on a des pistes pour comprendre cette augmentation? Alors, il y a déjà des éléments explicatifs en termes de diagnostic, c'est-à-dire que le diagnostic a évolué et maintenant on les diagnostique mieux qu'il y a 30 ans. Donc ça contribue. Puis comme je vous l'ai dit, c'est un cancer qui est souvent asymptomatique. Et donc lorsqu'il est... il y avait certainement de nombreux cas pour lesquels il n'était pas diagnostiqué avant le décès. Voilà. Donc là, même maintenant, on le diagnostique souvent à un stade déjà avancé, ce qui explique qu'il soit de très mauvais pronostics.
Alors après, il y a peut-être aussi des facteurs environnementaux, parce que je crois que le diabète est un facteur de risque de cancer du pancréas. Et comme la prévalence du diabète augmente dans les sociétés occidentales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest, ce serait possible. Après, les comparaisons entre les pays, il faut parfois faire attention parce que justement, il y a ces problèmes de diagnostic si on n'utilise pas les mêmes méthodes pour diagnostiquer. Autant pour certains cancers, à présent, on sait que tout le monde est à peu près au même niveau, mais il est possible que pour certains cancers, il y ait un problème au niveau des différences au niveau du diagnostic. Il y a également des hypothèses sur la pollution, les facteurs environnementaux sur les pesticides, notamment sur le cancer du pancréas. Donc, il y a des études, mais c'est malheureusement long. Là-dessus. Alors, ensuite, il y a un groupe de questions autour du dépistage. Anne nous demande comment on peut expliquer le fait que le taux de dépistage du cancer du sein en France soit faible. Et ensuite, il y a un certain nombre de personnes qui me demandent s'il y a des projets pour déployer des programmes de dépistage pour d'autres cancers que ceux qui existent aujourd'hui, donc à savoir le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col. Voilà. Par exemple, pour le cancer de la prostate ou d'autres cancers. Alors, au niveau des discussions sur les nouveaux dépistages, il y a des études pilotes sur le dépistage du cancer du poumon chez les fumeurs ou ex-fumeurs qui ont arrêté depuis moins de 10 ans. Voilà, donc là, il y a des études qui sont prévues, qui vont démarrer pour éventuellement... Ensuite, si ça fonctionne, généraliser ce dépistage. Mais là, on est vraiment au niveau du démarrage, mais c'est un des sujets. Pour la prostate, je ne pense pas qu'il y ait... parce qu'il y a le test de PSA, mais on a vu que c'était pas forcément... ça entraînait surtout un surdiagnostic et avec parfois une réduction de la qualité de vie après traitement, alors que la personne aurait très bien pu vivre sans avoir d'effets secondaires. Donc, c'est plutôt sur le cancer du poumon où il y a des travaux. Et comment expliquer la faible participation? Je pense qu'il y a eu pendant longtemps des polémiques autour du dépistage du cancer du sein et qui ont peut-être contribué avec des questions, avec une remise en cause. C'est comme la vaccination en France, on n'est pas très bon non plus. Et on l'a vu là avec le lancement de la campagne de vaccination contre le HPV. On n'est pas très compliant. Pourtant, les personnes pensent que c'est bien le dépistage. Quand on fait des enquêtes, tout le monde dit oui, c'est très bien, mais il y a une étape et on travaille justement sur cette étape entre le fait d'avoir conscience du bienfait de la mesure et puis passer à l'acte. Alors, il y a aussi des programmes pour aller vers, c'est-à-dire aller davantage chercher les gens pour qu'ils participent au dépistage et pas seulement que ça vienne d'eux. On va essayer de prendre une ou deux ultimes questions, parce qu'on a déjà un peu dépassé l'heure prévue de la fin, donc on ne va pas déborder. Tu as des questions sur les femmes jeunes, donc est-ce que les registres, parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres donnés sur les personnes jeunes, et Fanny nous demande, par exemple, comment expliquer les 2/3 de cancer du sein non évitables, en particulier chez les femmes de moins de 40 ans, en bonne condition physique, sans antécédents familiaux. Alors, c'est vrai que le cancer du sein, je vous l'ai dit, c'est le plus fréquent, c'est la première cause de mortalité en France, mais dans le monde entier. Il y a une étiologie, c'est-à-dire les facteurs de risque qui sont vraiment nombreux. C'est une maladie qui est multifactorielle. Il y a notamment les facteurs hormonaux et reproductifs qui ont évolué au cours des 30 à 40 dernières années, au fil des générations, de manière plutôt défavorable. Par exemple,
la diminution de l'âge à la puberté, l'augmentation de l'âge au premier enfant, la diminution des pratiques d'allaitement. Donc il y a énormément de facteurs. En plus, bon, il y a le surpoids, l'alcool, il y a l'exposition aux radiations ionisantes, le travail de nuit aussi qui a été défini comme un facteur de risque du cancer du sein. Et chez les femmes jeunes, ce sont plutôt des cancers du sein. Alors, il y a une plus forte composante héréditaire, me semble-t-il, dans les cancers des femmes jeunes, c'est-à-dire avec des mutations type BCRA. Enfin, il y a plusieurs plusieurs mutations connues comme étant à risque de cancer qui sont présentes chez des femmes jeunes. Ce sont également des cancers qui sont souvent plus agressifs. Donc, ce sont des cancers un petit peu particuliers, manifestement, chez les femmes jeunes. Mais pour les étudier, c'est plus difficile parce que au final, il y en a quand même moins. Donc, il faudrait faire vraiment des études plus spécifiques. Donc, ce sont principalement des cancers triple négatifs. Enfin, il y a plus de cancers triple négatifs chez la femme jeune que chez la femme plus âgée. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses, peut-être l'utilisation de pilules contraceptives, même si la durée d'exposition est pourtant moins longue. L'effet du tabac et de l'alcool est certainement moins important sur ces cancers puisqu'il y a eu une exposition moindre. Peut-être qu'il y a eu des facteurs au cours d'exposition, au cours de la vie in utero. Voilà, il y a encore beaucoup. Je pense qu'il y a des travaux de recherche à mener sur ces cancers, déjà pour bien les identifier et les caractériser. Bon, alors, on va prendre une dernière question. Donc je m'excuse par avance pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, parce que vraiment, elles ont abordé un très grand nombre de sujets. Pour essayer de finir sur une note un peu plus positive et pour appel à une des questions qu'on a posées. Donc, on disait qu'en 2070, le nombre de cas aurait augmenté, mais Denise nous demande si on ne peut pas penser que les taux de mortalité pourraient baisser au regard des recherches et des traitements développés. Les taux de l'incidence mais de la mortalité. Oui, là, j'ai parlé. Et Coraline nous demande aussi sur quel sujet vous travaillez et quelles sont les pistes que l'INCa explore, notamment sur les recherches en santé environnementale. Alors, pour essayer de terminer sur une note. Alors, les taux là, j'ai parlé que de l'incidence, mais les taux de mortalité diminuent depuis 1990. On a fait la même chose jusqu'en 2018. On n'a pas poursuivi jusqu'en 2023 parce qu'il y a eu des petits... parce que là, on utilise les données du CEPIDC de l'INSERM qui enregistre tous les certificats de décès, dès que quelqu'un décède, et donc ce qui nous permet ensuite de faire des statistiques. Mais comme il y a eu la période Covid, voilà, on n'a pas eu les données disponibles à temps pour pouvoir faire nos analyses, donc on le fera la prochaine fois. D'ailleurs, la prochaine fois, ce sera pour 2026, on pourra étudier vraiment l'effet également du Covid sur l'incidence des cas, je le dis juste entre parenthèses, mais la mortalité, elle, s'améliore nettement, et la survie, donc qui est la vie après un certain nombre d'années après le diagnostic, pour la majorité des cancers s'améliore, même si certains restent de mauvais pronostics. Donc, il y a quand même une amélioration. Et on poursuit les recherches à la fois sur les facteurs de risque, comme je vous disais, sur les notions d'exposome, il y a des projets également sur la vie après le cancer, parce que je vous ai parlé de l'incidence, mais il y a un autre élément qui est la prévalence, c'est le nombre de personnes qui vivent à une année donnée en ayant eu un diagnostic au cours de leur vie. Et là, on estime à peu près à 4 millions de personnes qui vivent en France en ayant eu un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Et donc, il y a tout un tas de recherches aussi sur la vie de ces personnes après un cancer. Est-ce qu'elles retrouvent un travail? On a entendu la semaine dernière des informations comme quoi les femmes étaient davantage quittées par leur mari suite à un cancer que les hommes. Voilà, il y a tout un tas d'éléments aussi au niveau sciences humaines et sociales sur l'après-cancer, parce que c'est quand même aussi un sujet important. Donc, il y a vraiment à tous les niveaux, sur la prévention, la connaissance, les facteurs de risque et l'après-cancer. Très bien. Mais merci beaucoup Lionel pour cette présentation très claire, tous ces chiffres qui nous éclairent sur la situation du cancer en France aujourd'hui et dans les prochaines années. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Désolé encore pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. En tout cas, sachez qu'elles nous inspirent pour organiser de futures conférences
pour essayer de tâcher de continuer à répondre à toutes les questions qui tournent autour de cette maladie. N'hésitez pas aussi à aller consulter les différentes ressources qu'on vous a communiquées, soit dans le chat, soit qui ont été partagées par Lionel dans sa présentation. Je suis sûr que vous pourrez trouver aussi beaucoup d'éléments chiffrés sur plein de sujets que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Et je vous remercie encore pour cet échange et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine conférence live des Sentinelles. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.